C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de retrait donc, de ces 3 pays regroupés au sein donc, de l'AES. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, avec des chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer les peuples, de faire de l'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ces valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec moi que d'abord ces États en crise, pour faire un coup d'État et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples donc vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Et je pense qu'on devrait être accompagné. Les gens sont fiers de citer, il y a tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Non, les militaires n'ont pas dit qu'on ne veut plus des civils. C'est par devoir de patriotisme. Lorsque la nation est en péril, à un moment donné, il faille prendre des décisions importantes. S'il se trouve que ce sont les militaires qui ont eu le courage de prendre ces décisions, eh bien, c'est ce qui est là. De toute façon, civils ou militaires, nous sommes tous les enfants de ce pays. Et quiconque est animé donc de ce sentiment de pouvoir libérer son pays, il pouvait le faire. Donc ce n'est pas une question de militaires. Ailleurs, des militaires ont réussi. Ici aussi, des militaires peuvent bien réussir. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des putschistes civils? Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Des civils, il y en a. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sous le silence, la CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. D'abord, vous dites les textes disent, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons panafricains. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. Vous savez, pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie, tendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est d'éveiller la conscience. Vous le faites très bien d'ailleurs. Merci. Et j'apprécie beaucoup. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses, et à l'issue de cette analyse, vous décidez. L'AES est très bien viable. Vous savez, nous sommes là il y a très peu de temps, mais l'économie a été, je dirais, un peu déchirée par des régimes passés. Sinon, nous devrions avoir des économies très fortes aujourd'hui. C'est ce que je dis, en analysant nos forces, on se rend compte que nous ne devrions pas être à cette étape. On devrait être beaucoup loin. Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production, normalement les États de l'AES ne devaient rien importer en ce qui concerne les produits agricoles, l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce que nous consommons. En termes de richesse, que ce soit naturel, quand je dis les richesses naturelles, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi en surface. On
crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite. Des projets inventés par-ci, par-là, par exemple pour nous donner de l'eau potable. L'AES est une grosse réserve d'eau souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits comme, j'aime le dire, de karité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas planté. C'est Dieu qui l'a donné. Mais c'est très riche. Les gens le prennent, ils le transforment. Donc nous sommes conscients de nos potentialités. L'AES n'a rien à envier à quelqu'un. Comme vous avez dit, c'est terroriste, c'est tuer, brûler, déplacer les populations, s'accaparer des terres. Mais je peux vous dire à l'instant T, comme je le disais dernièrement, il n'y a pas cette portion du territoire où nous voulons partir et que nous ne pouvons pas partir. Des territoires qui étaient sous contrôle, si on peut le dire, depuis 3-4 ans, nous mettons pied. Aujourd'hui, nous sommes à l'offensive pour la plupart des zones. Nous ne sommes plus dans une posture de défense. Nous partons vers l'ennemi, nous cherchons l'ennemi. Lorsque nous avons décidé de prendre notre destin en main, comme on aime le dire, c'est une décision assez importante et très courageuse. Et lorsque vous décidez comme ça, toutes les cellules dormantes se réveillent d'un coup. Et c'est à ce moment que vous vous rendez compte de l'ampleur de la situation du terrorisme. On s'est bien rendu compte. Mais pour faire la guerre, il y a d'abord le patriotisme. Il y a la logistique. Et il y a maintenant l'intelligence des situations. Le patriotisme s'est réveillé dans tout le Burkinabé. Que ce soit les combattants, que ce soit les populations civiles, vous les voyez bien contribuer. Ça n'aurait pas été possible il y a quelques années de cela. Pourquoi? Il faut savoir réveiller le patriotisme en chaque peuple. Les mettre en confiance, savoir que leur patrie, c'est la seule chose qui les reste. Ça, on a réussi à le faire. Voilà pourquoi lorsqu'on les demande de contribuer, ils le font. On a demandé aux gens de s'enrôler pour combattre partout où ils sont. Même aujourd'hui, si nous décidons que nous voulons 1 million de Burkinabés pour combattre, nous les aurons. Il y a eu plusieurs situations. Nous avons eu la chance de faire le terrain. Beaucoup d'autres officiers que vous pourrez croiser ont eu la chance de faire le terrain et ont manœuvré avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant, imaginez, vous avez dit, avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout, ils avaient des drones, des hélicoptères, tout type d'appareils. Mais on ne voyait jamais les terroristes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la guerre. Mais vous vous rendez compte, on les retrouve tous les jours et on les fouette. Donc, il y a un problème. Pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, nous avons toujours été en relation avec la Russie. Et je vous dis, l'équipement que les Burkinabés avaient, à 80%, c'était des équipements russes. Bien sûr, nous avons des équipements qui datent des années de la Révolution, qui combattent toujours, les équipements russes et coréens, nord-coréens, qui combattent toujours dans notre armée. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias, ils sont incapables de lutter, on viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Aujourd'hui, avec la Russie, la relation est d'abord stratégique. Ça, je pense que vous le comprenez beaucoup mieux que nous. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Si c'était ça le deal de quitter vraiment un maître pour un autre, on préfère mourir. Parce que quand on dit la patrie ou la mort, ça a tout son sens. Non, ce n'est que du média mensonge encore. Et malheureusement, on avait même vu des chefs d'État qui sont tombés dedans, qui sont allés raconter du mensonge, soi-disant qu'on a donné des mines à des Russes, à notre partie sud,
Archi faux. Il n'y a rien de donné aux Russes. Archi faux. Même pas une mine. Pourquoi donner? Si les Russes veulent une mine, on a le code minier. Ils viennent s'intégrer dedans. On leur donne le permis, ils payent les impôts et ils font tout ce qu'ils doivent faire comme les autres. Ah oui, avec on les paye. D'abord, les Russes sont arrivés quand au Burkina, c'est la dernière fois que des instructeurs sont venus parce qu'ils doivent venir instruire les militaires sur des équipements. Et c'est avec tous les pays d'ailleurs. Ce n'est pas les Russes seulement. Quand on signe un contrat pour acquérir un équipement, on signe le contrat avec la formation. Il y a plein de Turcs ici. Pourquoi ils n'en parlent pas? On a payé des drones avec la Turquie avec un contrat d'assistance. Il y a plus d'1 an. Tout le temps que nous sommes là, il y a des Turcs qui sont là. Pourquoi on n'en parle pas? Qui sont là, ils nous appuient. Ils ont formé nos équipages en Turquie. Ils viennent ici, ils les assistent. Et ils continuent de les former dans le pilotage, la maintenance et tout. On a le contrat sur un temps donné. Lorsque nos hommes seront bien drillés, ils vont partir. Les Chinois, ils sont là. Les équipements qu'on paye de la Chine, ils sont là aussi pour former à la manipulation donc, de ces équipements-là. C'est ça la réalité.